Les amis, aujourd'hui on est le 20 avril, donc aux États-Unis, le 4 du 20, 420. Cette vidéo vous est donc logiquement présentée par Golden CBD. Chez eux, c'est un peu le Black Friday, le 420, donc offre exclusive et exceptionnelle. La meilleure offre qu'on ait jamais vue chez Golden CBD, la plus longue aussi, juste avec le code FIGHT, le nôtre. Moins 50% sur leur site, donc profitez-en, on vous met le lien en description de cette vidéo. Avec Aldric, on a souvent vanté la qualité de leurs produits pour la récupération sportive de son côté et pour la qualité du sommeil de mon côté, dont j'ai vraiment besoin pour le moment. Mais là, j'ai envie de parler d'un nouveau produit. Ils ont sorti une gamme sport et ils ont un Roll-on, quelque chose que j'utilise particulièrement après les rares sessions sportives que je fais parce que je me coince souvent entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Et ça, franchement, ça permet d'appliquer sur la zone blessée, ça rafraîchit directement et ça permet de calmer un peu la zone enflammée, affaiblie, douloureuse et ça fonctionne vraiment bien. Moi, je conseille ça pour ceux qui, comme moi, ont des blessures assez ciblées de manière récurrente après une session sportive. Cette gamme sport est complétée par des granules, facile à prendre, mais aussi par un baume du tigre version CBD. Donc si tu préfères la chaleur, et ça c'est de la sale chaleur, à de la fraîcheur, boum, baume CBD. Maintenant vous commencez à le savoir, hein, ils ont une large gamme de produits et donc vous pourrez trouver vraiment ce qui convient le mieux à vos besoins et à vos envies. Ils ont des thés, ils ont des gummies, ils ont des gélules, ils ont des gouttes, etc., etc. Je vous laisse découvrir ça sur leur site. Vous regardez ce qui correspond le mieux à vos besoins. Je vous le rappelle, pour le moment, c'est moins 50% jusqu'au 6 mai. Mais traînez pas, hein, il y a des ruptures de stock de temps en temps. Avec le code FIGHT et le lien est en description de cette vidéo. J'ai presque envie de dire N still, mais NU, félicitations à Virgil Hogan qui s'impose par étranglement arrière au 3e round contre Vlad Gutu et qui prend la ceinture Ares lors de leur 20e événement en main event. Aldric, félicitations à toi également. 2 ceintures Ares récentes. La victoire de Manon il y a 2 semaines. Ça roule pour toi. Comment tu te sens? Comment ça va? Salut mon Chris, bonjour à tous. Écoute, quand tu reviens avec une victoire, que ton combattant n'est pas blessé, que celle-ci s'enchaîne et qu'en plus le combat se passe comme tu l'avais prévu, tu es toujours ravi et même, je dirais, galvanisé par toutes ces émotions qui sont vraiment spécifiques au sport de combat. Maintenant, voilà, ça fait longtemps qu'on fait ça. J'ai la tête froide. Je sais que des fois, ça peut pas bien se passer, même si tout est prévu. Donc, je savoure vraiment. Mais voilà, on reste les pieds sur terre et on sait que c'est qu'une partie de l'objectif, puisque ça fait un paquet de temps qu'on dit que ces garçons, ils sont prédestinés à aller à l'UFC. Donc voilà, c'est une étape de plus, c'est bien, on savoure, tout s'est bien passé, les progrès sont remarquables, mais c'est juste une étape et déjà focus sur la suite. C'est ça, une victoire comme une défaite. On profite ou on reste avec nos émotions pendant un petit temps et puis on se concentre directement sur la suite. C'est tout ce qu'il faut faire. Alors, on va rentrer dans le détail, comme d'habitude, hein, de la victoire de Virgil Hogan. Avant ça, le petit pré-roll placement de produit. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur la prime numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Première question par laquelle j'ai envie de commencer. À combien est-ce que tu noterais la prestation de Virgil Hogan sur 10? Alors, je vais te donner la note si tu veux tout de suite. Alors, c'est pas généreux, hein, mais je vais expliquer le concept et surtout le contexte. Je lui mets entre 8 et 10. Pourquoi? Parce que par rapport à ce que moi je lui avais demandé et ce qu'on avait travaillé, c'est exactement ce qu'il a fait. D'accord. On va développer par la suite, mais pour être concis et faire ça court, je pense que si Virgil avait fait du Virgil, il pouvait finir ce combat en un round ou voire en 3-4 minutes. C'est-à-dire que s'il lui rentre dedans et ça lutte et que c'est lui qui gagne les premiers enchaînements de Chain Wrestling, ce qui était quand même la plus grande probabilité, il le finit très vite. Parce que je pense que Vlad Gutu est un excellent combattant, mais il y avait un petit écart de poids, il y avait un petit écart d'expérience. Et je pense que sur la lutte pure, il avait vraiment un très bon niveau, mais sur le Chain Wrestling et surtout le cage control, Virgil avait l'avantage. Maintenant, c'est pas ce que je lui ai demandé. Et le scénario était, c'était un truc habituel sur Mega, mais nouveau pour Virgil. C'est-à-dire que se déplacer, travailler sur de la boxe, libérer son jab, être relâché, accepter de désengager, chose qu'il a beaucoup de mal à faire. Virgil, c'est un viking. C'est pas que la coupe de cheveux qui est
qui est viking. C'est que c'est vraiment quelqu'un qui a du mal à reculer, tu vois. Donc, par rapport aux contraintes que je lui ai imposées sur ce game plan, je lui mets une excellente note, proche de la perfection, vraiment. Hmm. En parlant de ses longs cheveux, est-ce que c'est quelque chose que tu vas lui recommander de couper? Parce qu'il y a quand même deux, trois moments dans le combat où tu le vois un peu gigoter avec ses cheveux et c'est pas des mini instants où il y a une perte de concentration? Bah, écoute, j'ai envie de te dire, déjà, moi-même, même si ça se voit peu, parce que j'arbore souvent des casquettes lors de nos podcasts, j'ai les cheveux Ouais, longs. j'allais dire, sauf quand Euh, tu coaches. Quand tu coaches, on a le droit à ta chevelure, mais pas sur Fight Minds. mais en fait, je vais vous donner un scoop, mais je crois que la Fédé de la FMMAF, elle est un peu récalcitrante au bonnet, à certaines casquettes. Enfin, j'ai pas très bien compris. Il faudra éclaircir ça. J'espère qu'on va pouvoir démarrer avec Lionel Brézéfin quelques podcasts fin du mois, au courant du mois de mai, pour poser ces questions. Parce que j'ai eu, alors pas à cet arrêt, hein, mais à d'autres événements, j'avais eu des réflexions sur le couvre-chef. Et du coup, j'ai pas pensé à aller bien regarder. Donc là, pour éviter toute réflexion qui met des mauvaises vibes, hein, c'est pas grave qu'un mec te dise enlève ta casquette, mais j'ai préféré éviter parce que je voulais vraiment que tout soit parfait pour cette soirée. Après, bon, moi, c'était un exemple pour la rigolade parce que je ne fais que coacher, mais quand tu vois également la plupart des filles dans le MMA féminin, elles sont tressées et il n'y a pas spécialement de contre-indication. Donc, non, non, là-dessus, je pense que pour le moment, c'est pas assez préjudiciable. Il le gardera en réserve si un jour il y a besoin de couper pour faire le poids. Ah ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est une marge que tu te gardes sur ta tête, c'est pas bête. Bon, parlons maintenant vraiment du combat et comme d'habitude, on va avancer chronologiquement. Donc il y a d'abord l'annonce du combat. Donc toi de ton côté, tu fais ton analyse et je sais que tu aimes bien commencer par les conditions de défaite. Quelles étaient les conditions de défaite pour Virgile dans ce combat contre Vlad Gutu? Bah, c'était vraiment c'était compliqué quand même là. Il faut reconnaître que Fernand Lopez, puisque c'est avec lui que j'ai fixé directement ce match-up, euh, il m'a posé une grosse colle parce que il y avait peu de renseignements sur Vlad. Il y avait que 2 combats pro, il y avait quelques combats amateurs, il y avait un palmarès de lutte et il y avait de la puissance dans les points. Tout ça additionné à un style extrêmement difficile à lire. C'est un showman, tu vois, il fait des trucs de fou, il se retourne, il fait des techniques retournées. Et disons que pour l'instant, hein, du haut de ses 23 ans, le stress ne l'impacte pas beaucoup. Donc, il y avait cette notion de prudence que je souhaitais absolument, même si on sait que Virgile, il a un gros menton, que Virgile, c'est un encaisseur, que mais même, tu vois, moi, avec Virgile, on prépare le très haut niveau. Et Mhm. je pense que quand tu as affaire à ce genre de garçon, la prudence est de mise, au moins sur la première partie du combat, pour fatiguer un petit peu, pour imposer les déplacements, faire déclencher dans le vide, lutter. Et, et pour répondre à ta question, je pense que Vlad est capable de frapper très fort avec des techniques peu orthodoxes ou pas orthodoxes du tout. Mhm. Et on sait qu'il avait une très grosse lutte avec un grand and puissant. Donc, ça faisait quand même beaucoup de facteurs où il fallait absolument pas rentrer tout de suite dans un échange. Et il fallait. Et par contre, moi, je trouve sa faculté de déplacement très perfectible. Et ça se voyait immédiatement. Il est beaucoup en flat feet. Mhm. Il, il frappe dans le vide assez souvent. Donc, il y avait une lecture qui était celle-ci, qui était d'être prudent, de l'user et de le faire déclencher dans le vide. Et je pense que quand on regarde le premier round, on sent très bien cette volonté. Ouais, donc en fait, les conditions de défaite de Virgile, ça en a fait son chemin ou ses chemins de victoire. Donc Exactement. le fait d'être Exactement. prudent, le fait de bien se déplacer, de le frustrer au final en le faisant déclencher dans le vide et sur des mauvais angles et à des mauvaises distances, être patient pour gagner le combat crescendo. Est-ce que vous aviez aussi quelque chose par rapport à la dépense d'énergie du côté de Vlad Gutu, qui est quelqu'un qui dépense beaucoup d'énergie dès le début du combat. Et vu le peu d'expérience qu'il avait dans une cage, vous avez peut-être spéculé sur le fait que plus le combat allait durer, plus ça allait aller à l'avantage de Virgile. Honnêtement, le Gaz Out Round 1, il était vraiment pressenti. Et Mhm. c'est des choses que j'ai répétées. Je pense qu'aujourd'hui, avec l'énergie qu'a ce garçon et sa masse musculaire, en tout cas avec le rythme qu'il propose dans le premier round, il a un round d'autonomie.
C'est ça, c'est ça. Et donc les chemins de victoire que tu avais définis pour Virgil Hogan, clairement, c'était quoi? Alors, de la patience, l'avoir à l'usure, le faire déclencher dans le vide et le lutter dès que possible pour, tu sais, euh, on le dit souvent, hein, la dépense énergétique, elle se fait dans la défense de lutte ou dans la lutte offensive beaucoup. Et si en plus de ça, tu déclenches dans le vide, la fin de ton premier round, elle peut être fatale. Et moi, j'aime beaucoup ce genre d'entame de combat. Et bien sûr qu'il y avait d'autres chemins de victoire. Je pense vraiment que malgré son talent de lutteur, puisqu'on sait qu'il a gagné des compétitions en Moldavie et que la Moldavie est un très haut lieu de la lutte, je pense qu'il y avait moyen de l'avoir en cage control. Mais c'était aussi quelque chose que Virgile avait déjà fait, tu Ouais. vois, par le passé, sur des précédents combats. Et le fait que maintenant il travaille de façon récurrente et journalière avec Jérôme Bollerin, j'avais envie de mettre en avant les déplacements et le striking et de lui faire constater même par lui-même qu'il est capable de faire évoluer son jeu dans un délai de temps très court. Et je pense que le plus satisfait déjà hier soir, c'est lui d'avoir proposé ces déplacements et cette boxe bien plus fluide et bien plus souple que ce qu'il avait proposé par le passé. Est-ce que tu dirais du coup que la sélection de son adversaire en Gutu, c'était aussi un investissement à long terme pour la carrière de Virgile? On dit souvent que quand tu n'as pas d'adversaire, tu t'entraînes en MMA pour développer ton style. Et puis quand tu as un adversaire, tu te prépares spécifiquement à lui. Est-ce que tu penses que la préparation spécifique pour Vlad est quelque chose qui va apporter beaucoup au développement général du style de Virgile? Ben, de toute, alors attention, je vais utiliser un mot déception, mais c'est pas le mot, c'est pas le bon mot qu'il faudrait, c'est celui qui me vient à cet instant. Quand je dis déception, c'est vrai qu'après avoir pris Shigemoto, qui est un Dana White contender vétéran et qui avait un record bien plus important que celui de Virgile, on voulait continuer dans une lancée comme ça de clients, entre Mhm. guillemets. Là, on avait un client, parce que je pense vraiment que le niveau de Gutu est très élevé. Mais pour les gens de la scène internationale qui ne le connaissent pas et qui vont cliquer sur le Tapologie de Virgile, on ne voit qu'un 2-0. Mhm. De ce fait, c'est pas effectivement l'adversaire. Si on avait eu le choix, c'est pas l'adversaire qu'on aurait choisi. Maintenant, après analyse, moi, le scénario de ce combat et les qualités de Vlad, effectivement, m'ont plu dans un schéma de progression de Virgile. Et plus tu prends des adversaires différents, plus c'est intéressant. Et là, le côté lutte libre, très haut niveau, combattant très puissant, me plaisait parce que c'est quelque chose que Virgile n'avait pas nécessairement eu par le passé. Mhm. Et donc, bien sûr, il y avait une petite déception sur le record, mais il y avait un nouveau step-up à franchir pour pouvoir se préparer au très haut niveau. Et ça, c'était très intéressant. Ouais. Justement, c'est très intéressant parce qu'on avait fait un podcast avec Brian pendant que toi tu étais en Fight Week pour Manon sur comment modifier un peu les réflexes ou les mauvais réflexes en MMA. Et tu l'as dit plus tôt dans ce podcast, Virgile, c'est un viking, donc c'est quelqu'un qui fait qu'avancer. C'est difficile de lui dire, ok mec, recule, prends ton temps, sois patient, maîtrise le combat, c'est peut-être ça le mot-clé. Quels ont été les points clés justement de cette préparation pour euh, on va appeler ça une acquisition de compétences du côté de Virgile, Ouais, on d'être peut très capable clairement. justement de prendre son temps. Comment est-ce que vous avez travaillé sur son état d'esprit? Parce que son état d'esprit de fonceur a dû être modifié pour ce combat et aussi pour la suite de sa carrière. Est-ce qu'il y a des éléments particuliers que vous avez mis en place pour pouvoir justement travailler ça à l'entraînement et assurer cette dynamique de combat hier? Ben, sur l'état d'esprit, vraiment, je vais être flatteur, mais il n'y a pas besoin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est moi ou Jérôme Vollerin qui veut lui dire que c'est profitable à son expansion, à sa progression, il va le faire. Il va le faire, il va tout faire en tout cas pour essayer de le mettre en œuvre. Après, concernant le travail, euh, le judo, je trouve que et on le dit pas assez, je pense vraiment que c'est un sport vraiment intéressant pour le MMA, notamment pour le MMA moderne. Ça shoot moins à l'ouvert qu'il y a 5 à 10 ans. Il y a beaucoup de transitions qui se font dans le clinch ou dans le cage control. Et à partir de là, la lutte, elle est condensée, soit dans la lutte libre où ça va vraiment shooter dans les jambes, soit dans la gréco où il n'y a pas de crochetage. Et je pense qu'aujourd'hui, les samboïstes et les judokas ont un très gros avantage
sur ces séquences de clinch et même sur comment on va dire ça, le fait de ne pas tomber dans sa globalité. Parce que les lutteurs, ils ont Ouais. des setups à plat ventre pour se rembler. C'est difficile de les enlever de ça. Comme au judo, il y a quand même le newaza, ça peut continuer au sol par le biais de soumission. Il y a une volonté de rester debout qui est encore plus importante. Et je pense que ces judokas aujourd'hui, si on arrive à garder leurs points forts et à rajouter des déplacements, parce que c'est vrai qu'ils sont souvent flat feet aussi, avec des pieds ancrés dans le sol, et travailler sur les déplacements. Et moi, quand je revois, parce que j'ai vu 3 fois le combat là, entre hier soir et aujourd'hui, et quand je vois les déplacements légers de Virgile, les épaules relâchées, l'endurance qu'il a dans le rythme, parce qu'on lui a quand même demandé souvent de relancer, de se déplacer. Et pour un mec de 80, d'un peu plus de 90 kilos dans la cage, on sait que ça peut être énergivore. C'est pour ça que je te dis, quand je vois tout ça, je suis vraiment, vraiment extrêmement satisfait de ce que j'ai vu hier soir. On va parler d'énergie maintenant. Je voulais juste faire une parenthèse puisque tu parles de judo et qu'on l'a déjà souligné, notamment avec Brian sur la chaîne, que le judo est une très très bonne base pour le MMA. Il expliquait que ce soit sur l'aspect défensif parce que au final, les judokas qui ont fait ça quand ils sont très jeunes, ils ont naturalisé l'équilibre, la balance, la stabilité, comment se positionner pour ne pas tomber. Et alors, quand tu fais face à un très bon judoka en MMA, tu as l'impression d'être dans une position safe et en fait, bon, il y a ton pied qui va partir en dessous de toi et tu vas te retrouver sur tes fesses. Et ça s'est vu ici dans le combat avec Virgile contre Gutu. Les crochetages de jambes sont magnifiques. C'est le genre de truc où quand toi tu essayes d'entraîner ça, tu crochettes la jambe du gars et tu tombes avec. La stabilité de Virgile était exceptionnelle et donc voilà, c'est pour mettre un peu de crédit sur le judo qui est souvent survolé quand on parle de Ouais, basique en MMA. et regarde, pour corroborer un peu ces propos, quand tu regardes un petit peu on va juste s'intéresser au contingent français qui est à l'UFC. Tu as des Kevin Jousset aussi qui viennent du judo et qui ont des appuis extrêmement solides. Il y en a, hein. Ziam. C'est ça. Et je pense vraiment que encore plus aujourd'hui dans ce MMA moderne, c'est vraiment une qualité et quelque chose de fondamental d'avoir cette très grosse base. Ouais, je pense que c'est vraiment un très bon sport, surtout à jeune âge. Je pense que pour développer les compétences de base pour tout autre sport, c'est vraiment une très bonne porte d'entrée pour un jeune de passer par là. Bon, on a dit qu'on parlerait sur l'énergie. Donc, la critique générale après le dernier combat de Virgile contre Shigmoto, c'était son capital énergie ou sa gestion d'énergie. On a vu que ça a été travaillé. Est-ce que tu peux me dire comment vous avez bossé ça? Bon, évidemment, il y a le côté maîtrise qui permet de dépenser moins d'énergie, mais malgré tout, ça restait quand même un combat très engagé, je trouve. Et je trouvais un Virgile, je sentais qu'il aurait pu faire un quatrième et un cinquième. Donc, est-ce que ça a été un focus prioritaire sur ce camp d'entraînement? Oui, oui, et ça, j'ai vraiment envie de remercier Jérôme Vollerin pour ça, parce que entre c'est un camp. C'est pour ça en plus que j'y suis vraiment satisfait. Et j'ai envie de citer. On va pas citer 50 noms, mais j'ai parlé de Jérôme et je veux aussi remercier Jean-Marc Toesca. Je vais expliquer pourquoi après. Parce que c'était un camp qui était compliqué en plus en termes de temporalité, parce que c'est un camp qui se chevauchait avec le camp de Manon contre Blankfield. Et même si j'arrive à développer mon équipe au moment où on se parle et que j'ai la chance maintenant de pouvoir vraiment déléguer à des gens extrêmement compétents, il y a des trucs que tu peux pas déléguer. Et quand je m'en vais plus de 10 jours avec Jérôme Vollerin pour le main event de Manon, eh bien, Virgile l'est livré à lui-même. Et heureusement qu'il y a Axel Sola et Jean-Marc Toesca pour encadrer les séances, pour les filmer, pour me les envoyer. Je veux dire, c'était vraiment de l'excellent travail. Maintenant, pour répondre directement à ta question, on commence vraiment à faire une transition, mais une vraie transition sur la boxe anglaise de Virgile, qui est quelque chose qui travaille de façon vraiment quasiment journalière, et à la fois le côté relâchement des épaules et à la fois le côté footwork. Et je trouve vraiment les progrès très significatifs, parce que ça fait pas énormément de temps vraiment qu'on le fait de façon poussée, et vraiment les progrès se voient très très rapidement. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Le meilleur indicateur, c'est ce que tu vois en combat. Et là, les progrès étaient visibles. Je sais plus quand a eu lieu le combat avec Shigmoto, mais c'est il y a moins de 6 mois. Hein. C'était ça, c'est moins d'une demi-année. C'est ça. Donc, Ouais. si en moins de 6 mois, tu fais un gros passage
j'ai appelé ça un défaut qui était visible dans son dernier combat, et aujourd'hui ça représentait une force. C'est qu'il y a eu un bon travail en amont qui a été réalisé sur une courte période. Alors, justement, en parlant de tout ça, de l'autre côté, j'ai lu pas mal d'éloges sur sa progression en striking. C'est aussi un aspect sur lequel vous êtes concentré, tu l'as déjà dit. Ma question, c'est plus, Virgile, on le voyait comme un spécialiste, plus un lutteur grappleur MMA. Est-ce que tu veux le transformer en profil complet, ou est-ce que tu veux que ça reste un spécialiste? On a déjà souvent parlé sur la chaîne, limite, c'est un peu vulgarisé de dire ça, c'est pas la réalité, mais tu as deux voies que tu peux choisir. C'est soit tu deviens un spécialiste et tu essaies d'imposer ton style dans tous tes combats, soit tu deviens quelqu'un de complet, et du coup, face à ton adversaire, tu regardes dans quel aspect du jeu tu es le meilleur par rapport à lui, et tu essaies de diriger le combat dans cet aspect-là. Quelle est la voie que vous suivez? Un peu des deux. Ouais, je te laisse Non, répondre. non, mais tu as raison, tu as raison. Je pense qu'il faut être clair là-dessus. Alors, si moi je regarde avec ma vision à moi égoïstement, j'aurais envie que tous les fighters soient le plus complet possible, de façon à avoir une plage de réflexion quand on fait une stratégie la plus large possible et la plus intéressante possible. Maintenant, tu as un rappel qui s'appelle la réalité et qui vient te toquer à la porte et qui te dit non, ça c'est pas possible. Tu dois faire avec les armes de chacun, et surtout tu dois faire avec la progression et la marge de progression de tes athlètes, et c'est ça être un coach qui se respecte. Là, je vais être facile dans mon raisonnement parce que je pense que au moment où on se parle, il y a encore une très grosse marge de progression debout, et ce sera et il y a même une très grosse marge encore de progression sur ses contrôles, parce que il peut progresser de partout. Il y a vraiment des qualités chez lui et d'analyse et motrice qui permettent de pousser ça bien plus loin. Maintenant, ce qu'il faut, c'est l'avoir à l'œil, repérer si à un moment ça stagne et prendre les décisions en conséquence. Mais au moment où on se parle, et j'ai quand même pu participer à la fin du camp et le voir, et voir qu'en 10-15 jours où je ne l'avais pas vu, il y avait déjà des choses significatives qui me plaisaient. Donc non, pour le moment, on pousse les skills parce qu'il y a encore, la place. Il y a vraiment la place, il est jeune et son capital santé n'est pas endommagé, donc on peut faire pas mal de choses, que ce soit sur le striking ou que ce soit sur le jeu en général, dans sa globalité. Très bien. Là, on a déjà parlé de tout l'avant-combat. Parlons un peu du combat. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris chez Gutu? Ben, oui, parce que effectivement, on savait qu'il était un peu fantasque, on va utiliser ce terme. Et là, je vais te faire un parallèle avec Blankfield, puisque c'est le dernier podcast qu'on a fait. J'ai trouvé Erin beaucoup plus tendue quand elle est arrivée contre Manon, du fait peut-être de l'enjeu. Elle était, tu vois, si tu t'amuses à regarder ses walkouts et sa façon de démarrer les combats, les 3 derniers combats avant Manon et Manon, il y a une très très nette différence, vraiment flagrante et qui saute aux yeux. Là, Gutu, j'étais quand même interrogé. J'avais dit à Virgile, où il est comme ça, il va te sauter dessus d'entrée, il va regarder le public, il va crier. Ou quand même, il y a un enjeu, c'est son premier main event, il y a une ceinture, il se peut qu'il soit peut-être plus prudent, et auquel cas on ne change pas ce qu'on a dit. Et ça a été étonnant parce qu'effectivement, tu as l'impression, il est vraiment resté tel quel, et l'enjeu, parce que c'est un main event d'Ares, ben, on n'est pas très loin d'une prélim de l'UFC. Même si l'UFC, on sait que c'est encore plus prenant parce que tu sais que tu es regardé par le monde entier quand tu commences à l'UFC. Il y a juste ce petit truc-là, mais en termes de pression, c'est le main event d'Ares, il y a des sollicitations, les gens en parlent, les gens spéculent, et il y a un ensemble de choses qui viennent graviter autour de ça. Et je me suis dit peut-être que effectivement il peut changer légèrement ou avoir un tout petit peu plus d'analyse. Non, il est resté tel quel, et donc très dangereux du coup, parce que je pense qu'au moment où on se parle, les qualités qu'il a acquises lui permettent que d'être dangereux dans ce registre, mais il est déjà beaucoup. Ouais, et puis je pense qu'il y a une complexité à aborder en combat en te posant la question de comment est-ce qu'il va commencer le combat. Tu vois, quand tu combats à l'UFC, bon, la complexité, c'est que tu es face à des gars qui ont un niveau exceptionnel, mais j'ai pas appelé ça facilité, mais c'est tu sais analyser tes adversaires, donc tu sais plus ou moins à quoi t'attendre. Quand tu n'es pas à l'UFC, tu peux vraiment avoir quelqu'un qui change du tout au tout entre deux combats parce qu'il est encore en pleine progression, et surtout face à quelqu'un qui a 2-0 comme Gutu. Tu avais des questionnements au début, et donc ça rentrer dans un combat avec une grosse inconnue,
ça peut être difficile mentalement. Et donc, Oui, je te c'était bien rejoins. de. Ouais, vas-y. Et en plus, on est sur un mec qui a des qualités physiques. Tu sais, nos auditeurs Fightmind, ils aiment bien les refs de trucs un peu old school. Donc, je vais en faire une. Ceux qui connaissent pas, bah, je vous invite à aller regarder et vous taperez une barre de rire en pensant à Chris et à moi. Mais là, on avait un peu un Charles Crazy Horse Bennett de Moldavie, quoi. Tu vois? Et, et voilà, il crie, il se retourne et il met un coup de coude en même temps. Et il y avait quand même, effectivement, de la difficulté dans ce qu'il est capable de montrer, parce que je sais plus exactement, mais je crois qu'il avait passé 2 minutes dans la cage précédemment, tu vois, donc ça reste très compliqué. Euh, il y avait plein d'inconnus sur son niveau, il y avait plein d'inconnus sur ses setups, et il y avait plein d'inconnus sur sa volonté d'emmener le combat quelque part. Donc, ouais, non, franchement, d'un point de vue technico-tactique, hyper compliqué. Hyper Mhm. compliqué à travailler. Ouais, et au final, ça veut dire que tu dois venir avec plusieurs stratégies, avec, Mhm. bon, s'il vient comme ça, tu fais ça, s'il vient comme ça, tu fais ça. Et je Exactement. pense qu'effectivement, la voie de la maîtrise, c'est toujours le plus safe, parce que peu importe comment vient ton adversaire, tu dois gérer le combat. Et donc, je pense que c'est, voilà, c'est la voie la plus safe. Euh, Au début du podcast, tu donnes entre 8 et 10 à Virgile, et j'imagine que c'est aussi entre 8 et 10 par rapport à ce qu'il est capable de faire. Et donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'il a délivré au sommet de ses compétences. Ouais. Euh, si on part du principe que c'est un 10, on risque d'avoir l'impression qu'il n'y a pas de point d'amélioration. Donc ici, je vais quand même te lancer sur la question. Maintenant que tu Non, as non, revu le combat 2, 3 fois, ouais, quels seraient les gros axes non, d'amélioration non. uniquement par rapport à ce combat, pas par rapport à ce que tu connais de Virgile à l'entraînement, mais dans ce combat, qu'est-ce que tu as déjà analysé comme axe d'amélioration de situations qui se sont produites? Non, non, il y en a parce que sur l'anglaise, c'était relâché, mais ça a mis un petit peu de temps à se relâcher. On pouvait encore être mieux que ça parce il est capable. Maintenant, sans aller chercher une progression dans les semaines à venir, dès hier soir, il était capable de faire encore mieux là-dessus. Sur le footwork, j'ai rien à dire. Sur le choix des coups, hein, au bout d'un moment, peut-être un peu agacé, il a peut-être voulu aller un peu trop fort tout de suite avec des gros overhands, des choses comme ça. Ouais, il a un peu On peut, surengagé dans le premier, hein. Ouais. on peut noter ça. Et pour terminer, j'aurais juste cherché sur le clinch, où pareil, on a vu des coups, on a vu des trucs intéressants qu'on n'avait jamais vu encore chez Virgile, mais il y avait moyen de faire mieux que ça. Après, il y a un truc que j'ai pas dit et auquel je suis vraiment vraiment content, c'est que malgré qu'il y avait des choses perfectibles, il y avait toujours, malgré l'enjeu et malgré le fait qu'il pouvait être peut-être pas énervé mais contrarié par les frasques de Goutou, il y avait beaucoup d'écoute. Si tu regardes le combat et que tu entends mes trucs, dès que je lui demande de mixer avec la lutte ou de supprimer un appui, je te jure, il le fait, j'ai pas le temps de finir ma phrase quasiment. Mais ça, c'est à noter. C'est fou de pouvoir. J'ai pas le temps de finir ma phrase au niveau des appuis. Boum, c'est fait. Et c'est fait, et Judoka. c'est bien fait. Donc, hein? Ouais, 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 ouais. Judoka. Ouais, ouais. Mais vraiment, c'est ce qui est intéressant, tu vois, c'est que si tu regardes ces 3 derniers combats, tu as 3 Virgiles différents. On avait déjà évoqué sur Manon qui le fait à la perfection, mais là, je suis content de pouvoir le dire aussi pour Virgile, tu vois. Hmm. Hmm. Très intéressant. Alors, on te connaît tous comme quelqu'un de très critique, intègre et très honnête. Virgile est-il prêt pour l'UFC selon toi? Slash, quelle est la suite idéale pour lui? Écoute, de toute façon, moi, je pars d'un principe qui est le suivant. À 7-0, champion du Norga, s'il n'est pas prêt, c'est que j'ai mal fait le travail. Hmm. Déjà. Parce que ce sont des records, quand même importants. On sait qu'aujourd'hui, la différence de notre MMA moderne avec le MMA de 2015 ou de 2010, où le roadster de l'UFC était divisé par 2, voire par 3. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 670, 680, presque 700 fighters à l'UFC. Et dans ces années-là, il y en avait 200 à 400. Avant, tu rentrais à l'UFC avec 20, 25, peut-être 28 combats pro. Aujourd'hui, tu rentres à l'UFC avec 10 combats à peu près. À peu près, c'est une moyenne, hein. Hmm. À partir de là, si moi, dans ma construction de carrière, j'ai un mec qui commence à s'approcher des 10 combats, qui est champion dans une orga et qui n'est pas prêt pour l'UFC, euh, c'est que j'ai fait une faute. Donc forcément, je te réponds oui. Maintenant,
l'important, c'est de savoir pour qui tu es prêt, pourquoi tu es Ouais. prêt et comment tu es prêt. Parce que l'UFC, je le disais, ça veut dire 674, je crois, aujourd'hui, fighter, si je dis pas de bêtises. Donc, ça veut dire que dans la division de Virgile, on va arrondir, il y en a peut-être une cinquantaine, peut-être un poil moins. À partir de là, je sais quels match-up lui sont favorables, je sais quel match-up je prendrai et je sais lesquels je montrerai encore un petit peu de prudence parce que c'est pas pour rien qu'il y a des classements et des organisations. Euh, non, 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 je pense vraiment que en étant attentif au match-up, il y a vraiment moyen déjà de franchir ce palier. Après, on sait que ça fait. Il y a Omar Sy qui diffère un petit peu parce qu'il a signé à l'UFC et s'est blessé tout de suite après. Donc, il y a eu des débuts après la signature qui sont loin. Mais sinon, on sait qu'aujourd'hui, pour rentrer à l'UFC, si on s'amuse à faire de la data et des statistiques, la plupart de nos compatriotes français ont pris des short notice et certains Mm. d'entre eux ont même pris des short notice à N+1 au niveau de la catégorie. Donc, prêt à tout, non, clairement, parce que le capital santé et même la spirale, moi je pense que c'est important, tu vois, de penser à la spirale positive et te dire, ouais, ben, je prends un, un- un- un combat à 93 contre un mec super fort, mais on verra après quand il redescendra de sa côté, j'aime pas. Mm. J'aime pas parce que ça crée un précédent, ça peut créer le doute dans la tête de l'athlète et c'est pas du tout ce que je ferais. Mais après, en dehors de ce genre de cas un peu spécifique, ouais, ouais, franchement, il est prêt pour l'UFC. Ouais, parce que j'avais envie de te poser la question un peu différemment aussi. On échange évidemment en dehors de nos podcasts et je pense que on peut parler de ce qu'on se dit. Je crois que tu l'aurais dit à Virgile. Après son dernier combat, tu disais qu'il lui manquait un petit truc pour pouvoir prétendre à l'UFC. Ouais, Ça tournait autour de la maturité de combat. Vraiment, ça tournait autour de ouais. la lucidité dans la cage. Donc maintenant, entre ce qu'il a proposé contre Shigmoto et ce qu'il a proposé contre Gutu, tu as vraiment vu ce qui lui manquait, c'était cette maturité de combat, cette lucidité. Et je crois que ça s'est ressenti évidemment au travers de la maîtrise de combat. Le fait qu'il ait été capable de maîtriser un combat face à quelqu'un de ingérable, chaotique, ça en dit long et je pense que c'est l'indicateur que tu cherchais. Donc peut-être ma dernière question, c'est, tu viens de dire, ça dépend de l'entrée. Est-ce que tu préférais le faire signer maintenant et avoir une opportunité, par exemple, à l'UFC Paris, qui est loin et ce qui permet d'avoir pas mal de temps de préparation face à un profil comme lui, qui arrive à l'UFC, qui a 1-0, 1-1 à l'UFC, qui est vraiment dans ses débuts UFC, ou bien tu aimerais le voir passer par le Dana White Contender Series, qui lui permettrait de prendre une fausse expérience UFC ou une vraie expérience UFC sans être à l'UFC. Est-ce que c'est un chemin qui te plairait ça? Alors, je vais juste étayer un tout petit peu ce que tu as dit précédemment et après on passe à cette question. Tu as raison ce que tu dis, il y a aussi un point de vue de temporalité, mais cette temporalité, elle doit faire face à deux axes, je trouve. L'expérience, ça tu l'as dit, je reviens pas dessus, tu l'as parfaitement expliqué. Et il y a un deuxième truc qui est intéressant dans la carrière de quelqu'un, c'est sa hype, entre guillemets. Je développe un tout petit peu plus si on passe au chemin de signature à l'UFC. Je pense que arrivé à un moment, quand tu as des sponsors qui te suivent aussi et qui te permettent de passer vraiment, vraiment en full time et d'avoir des camps complets, tant en récupération active qu'en récupération passive, qu'en en choix de sparring et de pouvoir level up vraiment sur un combattant, entre guillemets, qui construit ses armes, c'est aussi le bon moment. C'est-à-dire que là, Virgile, il est full-time fighter. Il n'y a plus de travail à côté qui peut venir générer une fatigue, qui peut venir générer des contrariétés, qui peut venir générer euh, des sentiments ou des choses qui pourraient baisser ou augmenter son métabolisme à l'instant T. Donc voilà, il y a aussi ce genre de choses qui sont importantes, je pense, dans la carrière d'un fighter. Maintenant, pour rebondir sur ce que tu disais, bien sûr que la voie royale, c'est l'UFC. Euh, je vais émettre une critique sur le Dana White, mais attention, c'est une critique qui est relative à Virgile, à Axel ou à d'autres. Le Dana White Contender Series, pour moi, c'est et ça doit rester une dernière chance. Je ne trouve pas que ça doit rentrer en considération d'un combattant jeune et invaincu et champion du Norga. Je vais te donner un exemple. Le meilleur pour moi pour relater ça, euh,
Sauf qu'au moment où je te dis ça, j'ai son nom et quand je dois terminer ma phrase, je ne l'ai plus. C'est quoi? Mais C'est c'est pas quelqu'un qui grave, a on va signé à trouver. l'UFC Non, ou c'est quelqu'un qui c'est a un eu sa combattant chance? que c'est un combattant qu'Axel Sola devait affronter, qui est tchétchène d'origine, qui s'est entraîné avec Kamzat et qui a fait le Dana White Contender Series à 35 ou 34 ans, qui malheureusement s'est incliné. Mais c'est pas très grave. L'important, j'ai certainement son nom qui va revenir dans la suite de notre discussion, mais l'important, c'est juste là, pour ce combattant-là, c'était un choix parfait Mhm. parce que tu es sur un âge, entre guillemets, avancé. Il est plus jeune que moi, hein, mais un âge avancé dans ta carrière de combattant et qu'il y avait un palmarès qui n'était pas exempt de défaites. Et là, le choix était purement et simplement parfait de tenter cette aventure. Maintenant, le Dana White Contender, pour l'avoir vu, moi, et avoir vu le casting, il y a énormément de pression autour de cette organisation. D'une part, parce que c'est une organisation qui n'est pas en pay-per-view, donc qui est très, très vue aux États-Unis. À mort. Ensuite, il y a la présence de Dana, qui n'est pas là sur plein d'Apex. Je crois que maintenant, avant que Dana il soit présent à un de ses combats, elle a attendu son 4e ou son 5e combat, tu vois, pour te donner une comparaison. Et en plus, et en plus, il y a une non-certitude en cas de victoire. C'est-à-dire que tu gagnes, tu n'es pas sûr d'être signé à l'UFC, donc on va te demander de changer ton jeu à un instant donné pour aller chercher un finish et donc peut-être contrarier ce que tu aurais aimé faire au cours du combat. Petit merci beaucoup à Manon Fiorot qui m'épaule ce soir. Et c'est Issa Isakov, le combattant Ah oui, oui, dont oui, je voulais oui. parler. Bah, Euh, belgo-tchétchène, enfin exactement. belgo-luxembourgeois tchétchène, Et, ouais. et tu vois, je vais même le dire parce qu'on me dit oui, tu mets pas, tu parles pas des autres trucs de management. Bah, là, c'était la Bulgarian Top Team qui a fait un très bon choix parce qu'à l'âge qu'il avait, c'était la seule opportunité, je pense, d'aller à l'UFC et ils l'ont très bien fait. Euh, Après, pour un jeune, pour un garçon qui a coché les cases, et j'y reviens 2 minutes, même si on en a déjà parlé, toi et moi, sur des coach talk, cocher les cases, pour moi, c'est avoir un palmarès amateur, avoir un très bon record professionnel, être capable de montrer que tu finis les combats aussi, être capable de montrer que tu es capable de gérer une décision et un combat dans sa globalité, être dans une bonne organisation, si possible, sur le Fight Pass, et dernière case à cocher, parce que être champion, c'est un bonus que tu amènes sur ta négociation avec le matchmaker, mais déjà, battre un UFC vétéran ou un Dana White Contender en quelqu'un réputé, entre guillemets, de solide. Si déjà tu arrives à cocher ces cases, tu es un prétendant à l'UFC. Si en plus tu as moins de 30 ans, ce n'est que Ouais. mieux. Et si en plus tu es champion d'une organisation, donc aujourd'hui, Virgil Hogan, il est dans les conditions identiques à celles d'un certain. C'est quoi? C'est Chris Leroy, le champion IMAF, du champion du Cage Warrior qui a signé à l'UFC à 7-0. Ouais. Et on est sur un record identique. Alors, effectivement, il y avait quelques KO en plus pour Leroy. J'accepte la comparaison. Il y Et avait un quel petit chaos. palmarès IMAF. Hein? Pour ceux qui le... Et quel chaos, parce que pour ceux qui ne le connaissent pas, allez sur YouTube, regardez son highlight, vous n'allez pas être déçus. Mais tu vois, en termes de temporalité, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as un 7-0 champion du Cage Warrior, 84 kg. Tu as un 7-0 champion du Ares, de la Ligue Ares, 84 kg. Donc, je pense qu'en termes de carrière, on est pas mal. Leroy, ça lui a pas porté chance. Tu as vu les débuts à l'UFC, c'est Pas cadeau. je dis pas fabuleux, je dis moyen. Mhm. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention sur le match-up et qu'il faut faire attention sur la temporalité des événements. Mais oui, oui, clairement, c'est un step-up qu'on envisage. Maintenant, il faut voir. Il y a aujourd'hui quoi, 12 ou 13 Français à l'UFC. Il faut voir de quelle façon ils appréhendent la carte parce que on est un peu à la bourre. Et là, quand je dis on, c'est pas nous, c'est l'UFC. Rappelle-toi que normalement, sur courant avril, début mai, il y a quelques noms, en tout cas, qui sont cités par l'UFC. En tout cas, ça avait été le cas l'année dernière et celle d'avant. C'est-à-dire qu'en termes de temporalité, l'année dernière, on avait déjà une idée, pas précise du tout, hein, puisque les Français, le casting, il a commencé à se savoir en juin, en juillet. Donc, on n'est pas du tout à la bourre. Mais là, on sait vraiment des 3 années précédentes.
c'est l'année où on sait le moins de choses, puisque le seul leak, entre guillemets, qu'il y a eu, c'est, je ne sais plus si c'est Sherdog ou Tapology qui ont dit Cyril Gann contre TBA, et basta. Donc maintenant, on a découvert depuis quelques jours qu'il y avait, selon les dires de Hooker, une négociation de fait dans ce sens. Mais en dehors de ça, on n'a rien, aucune info. Il y a pas mal de Français matchés en juin. Donc, effectivement, si on ne nous l'avait pas dit qu'il y avait cette UFC fin septembre, on pensait même qu'il n'y en aurait pas, tu vois. Donc, voilà, il y a une prudence, il y a pas mal de choses encore qui doivent se négocier. En tout cas, comme je le disais à l'antenne d'RMC, il y a vraiment une connaissance. Virgil Hogan, ils connaissent à l'UFC. La fiche Tapology de Virgil, elle est dans les mains du matchmaker de la catégorie middleweight. Donc maintenant, on va essayer de prendre les meilleures décisions comme j'ai toujours fait, comme on a toujours fait, parce que moi je prends conseil. J'ai pas envie d'être le seul décideur, mais on prendra les choix les meilleurs pour Virgil à la suite de sa carrière. Et si ça doit être l'UFC, ce sera l'UFC. Si ça doit être une défense de titre Ares, ce sera une défense de titre Ares. Ouais. De toute façon, continuer à gagner et à un moment ça signera. Ce sera soit maintenant, soit plus tard si ça continue sur cette lancée. Et j'aime bien qu'on finisse peut-être le podcast sur l'UFC Paris. Moi j'ai l'impression que les précédents c'était vraiment ça. Ils cherchaient à sortir 2-3 noms assez tôt pour pouvoir vendre la carte, faire ce sold out. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis au final, il y a pas mal de short notice au final à l'UFC Paris. Oui. T'as l'impression qu'ils disent ok, on fait 3-4 gros noms, on est tranquille, et après ils font ouh, quoi, on est déjà fin juillet, il faut qu'on accélère. Et puis t'as des Morgan qui se rajoutent, t'avais des chaque année t'as débutant contre débutant au UFC. T'avais la première année Gomis contre Erens, la deuxième année t'avais c'était qui début contre début, je sais plus, Gemouri contre Kaolan qui était prévu, c'était ça. Ouais. Avec Kaolan, parce que c'est vrai que Nora Cornell, elle avait affronté Jocelyn Edwards, qui va être le seul combat féminin en Arabie Saoudite, si je dis pas de bêtises, Jocelyn Edwards. Et elle prend d'ailleurs l'autre Argentine qui avait combattu je crois que c'était la première carte de l'UFC Paris, si je dis pas ou la deuxième, peut-être la deuxième. Donc j'ai découvert ça, que sur cette UFC, il y aurait un combat féminin en Arabie Saoudite. En tout cas, au dire du journaliste qui a rapporté la première partie de la carte. Mais ouais, pour l'instant, c'est un peu l'inconnu celui-là. J'avoue que on verra. En tout cas, l'UFC nous l'a confirmé qu'il y aurait bien un UFC à Paris. Et voilà, si je dois mettre des probabilités, je ne vais pas trop en dire ce soir, mais tu sais que j'aime bien réserver un petit peu les croustilles à Fightman. Je pense que la probabilité que j'y sois pour Manon est vraiment, vraiment infime, voire inexistante. Et je pense qu'il y a quand même une très grande probabilité que j'y sois avec ma casquette UFC sur cet événement. Mais pour l'instant, je ne peux pas en dire plus. J'aime bien ces intrigues. On va clôturer là-dessus, comme ça les gens peuvent spéculer en commentaire. Ça me permet à moi de faire la petite pub. Au lieu de le faire au début comme tous les autres youtubeurs, je le fais tout à la fin. Abonnez-vous, likez la vidéo, mettez en commentaire votre spéculation sur pourquoi Aldric sera avec une casquette UFC à l'UFC Paris. Est-ce qu'il est recruté pour le marketing ? On ne sait pas, on verra. Allez, merci beaucoup Aldric pour ta transparence. Franchement, comme d'hab, un grand kiff de pouvoir échanger avec toi, et je suis sûr que l'audience sera très très contente d'avoir les détails de la préparation du combat de Virgil Hogan contre Vlad Gutu. À bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Salut mon Chris.